Si l'on se balade autour de Strasbourg dans Google Maps, on remarque une chose. Une fois de temps en temps, on trouve des structures géométriques en périphérie de la ville. Ces structures sont souvent recouvertes d'arbres et de bosquets et situées à quasi équidistance les unes des autres. Et ce, même de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Aurait-on fait la découverte d'un artefact archéologique ancien? En réalité, pas du tout. Et les Strasbourgeois, notamment les cyclistes, le savent bien. Il s'agit de la ceinture des forts de Strasbourg, construite par les Allemands à la fin du XIXe siècle. En effet, après la guerre franco-prussienne s'achevant en 1871, l'Alsace et la Moselle sont rattachées au tout nouvel empire allemand, proclamé la même année au château de Versailles. Strasbourg se retrouve donc sur la limite sud-ouest de l'empire allemand, qui craint une guerre revancharde de la part de la France. L'Allemagne souhaite donc renforcer la défense de ses territoires nouvellement acquis, tout en consolidant ces dernières comme des bases arrières solides pour d'éventuelles offensives plus profondes en territoire français. Il est ainsi décidé de faire de Strasbourg une place fortifiée selon les nouveaux standards défensifs de l'époque. Entre 1871 et 1882, ce sont au total 14 forts qui seront construits tout autour de la ville, 11 rives gauche du Rhin et 3 rives droites, soit le côté allemand actuel. Les constructions suivent les concepts théoriques développés par l'ingénieur militaire et général prussien Hans Alexis von Biller, qui développe ce qu'on appelle un modèle de fort détaché. Loin des enceintes médiévales ou des forteresses de Vauban, les structures défensives se détachent en effet du centre urbain. Elles en sont espacées de près de 10 km, assez pour tenir à distance les nouveaux modèles d'artillerie, les empêchant de bombarder la ville. L'artillerie abritée par les forts eux-mêmes a une portée de 10 km, ne laissant personne s'approcher, et étant capable de se couvrir mutuellement. Le fort Frère à Oberhausbergen est le prototype de ce modèle de fort Biller. Entouré de douves, des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, semi-enterrés sous de la terre compactée, façade renforcée côté ennemi et une façade ouverte côté ville. Cette nouvelle structure défensive sera le design originel servant de modèle pour l'ensemble des places fortes de l'Empire allemand. On peut en trouver en restant en France, à Metz, autre place fortifiée de l'Alsace-Moselle annexée, mais aussi à Cologne, Ingolstadt et aussi loin que Königsberg, actuel Kaliningrad, aujourd'hui en Russie. L'Allemagne ne sera pas la seule à moderniser ses fortifications à cette époque, puisque les autres nations européennes développent plus ou moins les mêmes systèmes. Système Brie-Allemand en Belgique, système Palmerston au Royaume-Uni et système Serré de Rivière en France, construit juste de l'autre côté de la frontière, ce que les Allemands appelleront la barrière de fer. Ces forts seront très vite dépassés par les progrès de l'artillerie, qu'ils étaient pourtant censés rattraper. C'est ce qu'on appelle la crise de l'obus, notamment liée à l'obus torpille, qui a la capacité de s'enfoncer dans les structures avant d'exploser. En réponse, les ingénieurs militaires renforcent d'abord les forts existants, en y ajoutant des épaisseurs de béton, et les places fortes sont complétées par des ouvrages intermédiaires supplémentaires, les Zwischenwerk, au nombre de 5 dans la ceinture de Strasbourg. Dès 1893, une deuxième place forte, de l'autre côté de la plaine d'Alsace, est construite. C'est le fort Kaiser Wilhelm II de Mutzig. Avec l'usage du béton et du cuirassement, ce fort est la structure défensive la plus aboutie de son époque et inspirera les Français pour la réalisation de la ligne Maginot des décennies plus tard. À elles deux, les places fortes de Strasbourg et Mutzig doivent pouvoir barrer le passage à tout envahisseur venant du sud de la plaine d'Alsace. C'est la Breuchstellung, la position de la Bruche, du nom de la rivière qui relie les deux places fortes. Cependant, ces fortifications ne vont que très peu servir. En effet, elles sont presque inutilisées pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, le plan d'offensive allemand, le plan Schließen, fait passer l'attaque par la Belgique et fixe la ligne de front plus à l'ouest de la France, depuis la Meuse jusqu'au Pas-de-Calais. Metz non plus,
bien qu'une place forte très puissante ne servira que très peu lors des combats. Mais alors s'il ne servait plus à rien, qu'est-il advenu des forts de la ceinture de Strasbourg? Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle sont à nouveau françaises. Les 11 forts strasbourgeois se retrouvant en France, jusqu'ici baptisés du nom de personnalités allemandes, sont renommés du nom de généraux français. Les 3 forts situés rive droite du Rhin demeurent en Allemagne, mais cela n'empêche cependant pas qu'ils soient occupés par l'armée française puis démolis en 1930. Peut-être un moyen pour les Français de s'assurer que ces forts ne soient plus utilisés contre eux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les forts ne vont pas servir aux Français face à l'invasion nazie, et dans l'autre sens, ne vont pas servir beaucoup plus aux nazis lors de la libération de la ville par les Alliés. À l'exception peut-être du fort Ney au nord, où se refuge l'infanterie allemande face aux Américains avant de capituler. Les Américains vont d'ailleurs y découvrir 2 chambres à gaz aménagées par les nazis pendant l'occupation. On découvre alors que le scientifique nazi Otto Bickenbach y menait des expérimentations sur le gaz phosgène en utilisant des animaux. Bien qu'une chambre à gaz de taille humaine y ait été construite, rien n'a jamais prouvé que des sujets humains aient été effectivement utilisés. Après l'épisode sordide donc de la Seconde Guerre mondiale, les forts sont utilisés par l'armée française comme dépôt jusque dans les années 60, puis vont connaître des destins variés, pris dans le tsunami de l'étalement urbain strasbourgeois jusque dans les années récentes. Certains sont définitivement abandonnés, alors que d'autres ont davantage de chance. Des associations de préservation du patrimoine se constituent, restaurent les forts et y organisent des visites pour le grand public. Le fort Frère de Berhausbergen a d'ailleurs un site extrêmement documenté et je vous invite à y faire un tour si vous voulez en savoir plus sur la ceinture des forts. D'autres ouvrages sont aussi valorisés mais de manière plus ludique, pour des stands de tir ou du airsoft, les constructions offrant un cadre idéal pour ces activités. D'autres communes encore font le choix de valoriser les structures comme des espaces de nature avec aires de jeu, mini-fermes, etc. comme à Wolfisheim ou Lingolsheim. D'autres forts, enfin, continuent d'être utilisés à des fins militaires ou scientifiques, alimentant leur lot de mystères. Le fort Ney et ses anciennes chambres à gaz est toujours du domaine de l'armée et donc inaccessible, tandis que le fort Foch à Niederhausbergen accueille aujourd'hui le centre de recherche en primatologie de l'université de Strasbourg. Des expériences y sont donc menées sur le comportement des singes. D'ailleurs, il y a 2 mois, à l'heure où je fais cette vidéo, plusieurs singes ont été mystérieusement libérés lors d'une intrusion dans le centre de recherche. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la ceinture des forts fait partie des éléments qui donnent une cohérence historique et géographique à l'agglomération strasbourgeoise. L'Eurométropole de Strasbourg, intercommunalité remontant à 1967, ne s'y trompe pas et valorise la ceinture fortifiée comme un témoin de la communauté de destin liant Strasbourg et ses communes environnantes. Si je mentionnais les cyclistes en début de vidéo, c'est parce que cette valorisation passe par l'aménagement d'un itinéraire cyclable de 85 km reliant l'ensemble des structures, y compris côté allemand. C'est la piste des forts. Le parcours transforme donc ces ouvrages de guerre, preuve de l'ancienne hostilité entre la France et l'Allemagne, en des curiosités urbaines qui paraissent presque hors sujet, dans un territoire où il est désormais si facile de passer d'un pays à l'autre, même à vélo. De quoi inspirer peut-être d'autres territoires en France, comme la région Île-de-France ou la métropole de Lyon, qui disposent eux aussi d'anciens systèmes de fortification remontant à la fin du XIXe siècle. Ces collectivités pourraient, comme l'Eurométropole de Strasbourg, s'en servir de support pour développer des itinéraires cyclables ou simplement pour valoriser ce patrimoine qui est propre aux espaces périphériques, espaces qui sont par ailleurs peu mis en avant.